merci à vous pour l'invitation. Et puis voilà, je vais essayer de vous rendre compte de ma démarche. Pourquoi Marx contre les GAFAM? Marx a écrit au 19e siècle, et depuis le 19e siècle, le monde a beaucoup changé. Et en plus, vous n'êtes pas sans savoir que le socialisme, le projet socialiste en général, il est en crise, et même en crise profonde, au moins depuis l'effondrement de l'Union soviétique à la fin des années 80. Mais en fait, le problème avait commencé avant avec le stalinisme. Donc, je vais commencer par là. Est-ce que c'est encore pertinent de se réclamer du marxisme? Est-ce que c'est encore... et à quelles conditions, en fait, c'est encore pertinent de se réclamer du marxisme à l'heure du capitalisme de plateforme? Alors moi, mon parti pris, c'est de m'appuyer sur un certain courant du marxisme, qui est le marxisme humaniste, sur lequel j'ai travaillé d'abord sous un angle de philosophie politique, de l'histoire de la philo, et j'ai créé un bouquin qui s'appelle « Le marxisme est un humanisme », qui retrace cette dimension d'histoire de la philo et d'histoire du marxisme. Et puis ensuite, j'ai essayé d'en tirer des concepts et des analyses qui nous soient utiles pour comprendre notre temps. Donc, ce que je vais faire, là, je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord vous présenter dans ces grandes lignes ce que c'est que le marxisme humaniste et pourquoi il me semble... ça me semble la partie du marxisme qui a le mieux survécu et qui est la plus utile pour comprendre la société contemporaine. Donc, d'abord, je vais vous rappeler ce que c'est le marxisme humaniste, et puis ensuite, je vais essayer de montrer sa pertinence pour comprendre les plateformes, le capitalisme néolibéral dans lequel on est, etc. Voilà. En essayant de ne pas dépasser les 40 minutes qui m'ont été imparties. Voilà. Alors, le marxisme humaniste, c'est un courant qui est né dans les années 30, avec le point de départ, c'est la redécouverte de certains textes de jeunesse de Marx, qui étaient sous forme manuscrite, donc elle n'avait pas été publiée de son vivant. Deux textes principalement, les manuscrits de 1844 et l'idéologie allemande. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Je ne vais pas résumer tout ce qui se trouve dans ces deux livres, mais qu'est-ce que les marxistes humanistes en ont tiré? Première chose importante qu'on trouve dans le reste de l'œuvre de Marx, mais qui est très clairement présent dans les manuscrits de 44, c'est ce que j'ai appelé une anthropologie du travail. C'est-à-dire que le jeune Marx met l'accent sur l'importance centrale du travail pour l'humanité, à la fois d'un point de vue collectif et d'un point de vue individuel. Alors, d'un point de vue collectif, dans les manuscrits de 44, on trouve l'idée que le travail, il est humanisant pour les groupes humains dès l'aube de notre histoire. C'est le travail qui va petit à petit différencier les groupes humains du règne animal. C'est-à-dire que les groupes humains, par le travail, aménagent leur milieu, donc transforment le milieu naturel. Ils ne s'adaptent plus au milieu naturel, ils adaptent le milieu naturel à leurs besoins. Et en cherchant les moyens de le faire, ils édifient une culture humaine. Alors la culture, elle va être différente selon les groupes, mais à chaque fois, il y a un capital culturel spécifique qui s'édifie, et qui s'édifie d'abord sur la base du travail productif, du travail qui se permet de subsister. Et dans le temps, cette culture qui s'édifie et qui s'enrichit de plus en plus au fil des générations, éloigne les groupes humains toujours plus de l'état naturel et de l'état animal. C'est par le travail, pour Marx, que les êtres humains créent les conditions de leur propre histoire. On n'est plus, encore une fois, soumis au règne naturel. On a une histoire, et la base de cette histoire, et le moteur de cette histoire, c'est d'abord le travail. C'est d'abord le rapport de l'être humain, des êtres humains à la nature, pour arracher à la nature leur subsistance et les moyens de plus en plus sophistiqués, de plus en plus riches que les êtres humains développent pour cela. Donc, le travail est collectivement humanisant. Ce que Marx dit aussi dans les manuscrits de 44, c'est que le travail, il est humanisant d'un point de vue individuel. C'est-à-dire que chaque être humain, en devenant un adulte, et donc en devenant un individu une unité de production, comment est-ce qu'on devient une unité de production? Comment est-ce qu'on devient, que ce soit un chasseur-cueilleur, un artisan ou même un mathématicien? Il y a des choses communes. On assimile des éléments de la culture humaine, on assimile des connaissances, des habiletés
qui sont les caractéristiques que Marx estime universelles, c'est-à-dire que c'est pas le propre de tel ou tel individu. La culture humaine, c'est un bien, un patrimoine universel. Donc on assimile tout ça et on le restitue. Chaque travailleur utilise ses habiletés, ses connaissances qu'il a dans un premier temps intégrées, assimilées, et il les restitue sous une forme qui est toujours un peu spécifique, qui est toujours propre. Si on prend l'exemple que Marx utilise, l'exemple de l'artisan, un artisan, il va intégrer des habiletés qui lui sont transmises par les générations précédentes et donc qui ne lui appartiennent pas, mais la manière dont il va les utiliser pour sculpter tel ou tel outil, pour, forger tel ou tel outil, si c'est un forgeron, etc., elle sera toujours un petit peu spécifique, et d'une certaine manière, cette façon un petit peu spécifique qu'on a de restituer des caractéristiques universelles, c'est notre façon, à nous, à chacun d'entre nous, de faire l'être humain. Et c'est une façon, c'est non seulement de faire l'homme au sens générique, au sens où on utilise des caractéristiques qui sont des caractéristiques universelles, mais aussi faire l'être humain au sens où on laisse une petite marque individuelle spécifique sur le monde. C'est notre façon aussi, le travail, il permet à chacun de s'exprimer au sens fort. Et pour Marx, dans les manuscrits de 44, et ça c'est une idée très importante, je crois, il n'y a d'épanouissement individuel, il n'y a de réalisation de chacun que dans et par un travail libre. Le travail libre, c'est notre façon propre de nous exprimer, de nous réaliser, même si on peut discuter, et on en discutera peut-être si vous voulez, de ce que c'est que le travail, parce qu'il y a différentes formes de travail, ce que c'est que le travail libre, etc. Mais globalement, voilà, il se joue quelque chose d'essentiel dans le rapport que chaque individu a au travail, à son travail. Et du coup, j'en viens au deuxième aspect, la critique de l'aliénation, qui est au centre, au cœur des manuscrits de 44. Cette critique de l'aliénation, elle ne se comprend qu'à partir de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si l'aliénation du travail, et du travail ouvrier, puisque c'est le travail ouvrier qui est décrit dans les manuscrits de 44, si cette aliénation, elle est si grave, c'est parce que le travail est central. Donc si le travail est central pour l'épanouissement de l'individu, aliéner le travail, c'est détruire l'individu. Et donc c'est comme ça qu'on doit comprendre ce que Marx décrit comme une dépossession. L'aliénation, c'est une expérience de la dépossession. L'ouvrier à l'usine, il est dépossédé bien évidemment du produit de son travail. Ce qu'il produit ne lui appartient pas. Mais il est aussi dépossédé du processus de travail lui-même. Il n'y a aucune liberté, il n'a aucune initiative dans la manière dont le travail est organisé. Le travail il est organisé par les contremaîtres, par la machine, par des horaires qui lui sont imposés. Tout lui est imposé. Donc il n'y a aucune liberté dans le processus de travail. Il n'y a aucun moyen de s'exprimer de son point de vue dans le processus de travail à l'usine. Et en fait, cette dépossession, elle, en plus dans les conditions qui sont celles de l'exploitation à l'usine au XIXe siècle, donc qui sont des conditions délabrantes pour le corps de l'ouvrier, aboutit à une dépossession de sa propre humanité. C'est-à-dire que ce que Marx dit, c'est que l'aliénation au travail, c'est une déshumanisation. Les ouvriers perdent, en perdant la maîtrise de leur travail, ils perdent quelque chose d'essentiel de leur humanité, et dans les conditions terrifiantes dans lesquelles ils sont, ils en viennent à, d'une certaine manière, considérer que les fonctions les plus animales, dormir, manger un minimum pour pouvoir survivre, etc., sont le but, comme si les buts proprement humains ne leur étaient plus accessibles. Et donc il y a une dépossession, y compris de sa propre individualité. Il n'y a plus moyen de réaliser son individualité dans ces conditions-là. Donc on a cette idée-là dans les manuscrits de 44, c'est d'abord une analyse, une anthropologie du travail et une analyse de l'aliénation qui est celle de l'ouvrier à l'usine, dans l'usine capitaliste. Mais dans la suite, j'anticipe un tout petit peu, mais dans la suite des travaux de Marx, la dépossession ouvrière, elle devient, et notamment dans le Capital, elle devient le destin de toute la société. C'est-à-dire que, contrairement, et le marxisme humaniste est évidemment ce contre quoi Althusser, par la suite, va produire sa critique, mais selon le marxisme humaniste qui s'appuie sur un certain nombre de textes de Marx, mais en fait aussi le Capital, l'aliénation, c'est
une dépossession qui n'est pas seulement la dépossession de l'ouvrier, mais qui est la dépossession de tous les membres de la société capitaliste qui n'ont plus aucune maîtrise sur la société qu'ils ont eux-mêmes engendrée par leur travail. C'est-à-dire l'idée de l'aliénation dans le capital, ce que Marx appelle les forces étrangères, c'est les forces économiques du capitalisme qui, les lois de l'économie ont l'air de mener leur vie propre, les forces économiques ont l'air de se retourner contre les individus sous forme de crise économique, sous forme de lois anonymes et contre lesquelles on a l'impression qu'on ne peut rien faire, alors que ces lois économiques et cette économie tout entière est en fait, in fine, le produit du travail de l'humanité et n'est que le produit du travail et des actions des humains. Donc, l'aliénation, c'est des membres de la société capitaliste, c'est le sentiment d'impuissance face à des forces qu'ils ont pourtant eux-mêmes engendrées. Et d'une certaine manière, on peut considérer le marxisme tout entier, on peut le réduire, si on veut le réduire à une seule idée, c'est l'idée de restituer à l'humanité le pouvoir qu'elle a sur sa propre société. Lui restituer sa capacité d'agir et décider du devenir de sa propre société, en rappelant que, à l'origine de toute la société capitaliste, il n'y a rien d'autre que des actions humaines et des choix humains. Et que donc, ce que l'humanité a fait, elle peut le défaire, elle peut le modifier, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première, disons, les deux premières idées qui sont un peu les fondements du marxisme-humanisme. Il y en a une troisième sur laquelle je ne vais pas insister, mais qui est quand même importante, c'est ce que les marxistes-humanistes trouvent dans l'idéologie allemande. L'idée que les phénomènes idéologiques, justement, donc les phénomènes culturels, que ce soit la philosophie, la politique, etc., ont une importance en tant que tels. Ils sont à prendre au sérieux. Ce que font Marx et Engels dans l'idéologie allemande, c'est que ils analysent des philosophies. Alors ils les critiquent, ils les démasquent comme l'expression de la position sociale des philosophes qui les produisent, etc. Mais ils leur donnent quand même de l'importance. Et ça va redonner aux phénomènes idéologiques leur importance et leur rôle dans les interactions sociales et dans la vie sociale. Ça va être une des préoccupations des marxistes-humanistes. Alors, qu'est-ce que les marxistes-humanistes font de tout ça dans le contexte des années, du coup, 1930 à 1960 ? En gros, toutes ces idées-là leur servent à une critique du stalinisme. Une critique du stalinisme qui a un double niveau, c'est d'abord une critique théorique, une critique philosophico-théorique. Les marxistes-humanistes sont insatisfaits de la manière dont le stalinisme produit une interprétation complètement dogmatique du marxisme qui, si je résume, je pourrais développer si vous voulez, mais en gros qui réduit à rien la liberté humaine dans l'histoire. Le marxisme stalinien, c'est un marxisme, un pur déterminisme, si vous lisez les textes les plus orthodoxes, qui, pour reprendre l'expression de Sartre, qui dissout les hommes dans un bain d'acide sulfurique. C'est-à-dire que les individus ne sont que des porteurs de tendances socio-économiques qui les dépassent. Ils ne sont que des exemplaires de leur classe sociale et donc ils agissent conformément à ce que leur classe sociale leur permet de faire. Et on sort pas de là, en fait. Et toute l'histoire est expliquée comme ça. Les marxistes humanistes cherchent à proposer une lecture du marxisme qui restitue sa fonction à l'initiative individuelle, aux facteurs subjectifs, comme on dit. Donc, réinjecter la liberté humaine dans l'histoire. Produire une analyse de l'histoire qui soit toujours marxiste, mais qui fasse sa place aux initiatives individuelles, à ce que les individus ont dans la tête et aux raisons qu'ils se donnent à eux-mêmes pour agir, etc. D'où l'importance des productions culturelles, dont je parlais à l'instant, l'idée qu'elles ont une importance. Les contenus de conscience ont une importance pour expliquer les actions humaines. Les êtres humains ne sont pas juste les jouets de la lutte de classe ou de la structure socio-économique. Voilà, ils ont aussi une forme d'initiative, etc. Donc ça, c'est la critique philosophique du stalinisme. Puis il y a évidemment une critique politique. Alors, elle est plus ou moins claire selon les marxistes-humanistes. Georges Lukács, qui est celui dont je m'inspire le plus, vivant à Moscou dans les années 30, il ne peut évidemment pas exprimer sa critique politique clairement. Donc c'est une critique souterraine qui va devenir plus claire après la guerre dans certaines circonstances précises. Mais l'idée quand même qui est commune à tous ces marxistes humanistes, c'est de redonner sa place à la démocratie dans le socialisme.
Le socialisme, il le voit comme l'outil d'hommes libres qui veulent, encore une fois, reprendre collectivement le contrôle sur les moyens de production, de communication, de transport que les efforts humains ont engendrés. Donc, la critique de l'aliénation de Marx, il la récupère dans ce sens-là. Et puis, à partir des années 50-60, le marxisme humaniste va aussi, et là je pense notamment à Henri Lefebvre, que certains d'entre vous connaissent sans doute, son œuvre la plus connue, La critique de la vie quotidienne, mais il n'y a pas que ça, chez Lukács il y a ça aussi, critique des sociétés de consommation, qui n'existaient pas avant, ou vraiment à l'échelle de façon très embryonnaire. Donc, ils vont utiliser la notion d'aliénation, et un certain nombre d'autres notions qui lui sont liées, dont je vais parler plus tard, qui leur permettent de critiquer les sociétés de consommation, les nouvelles caractéristiques du capitalisme, que Marx, évidemment, n'avait pas pu analyser puisqu'elles n'existaient pas à son époque. Et Lukács va apporter une notion supplémentaire sur laquelle je vais revenir parce qu'elle est particulièrement utile, à mon avis, pour comprendre le capitalisme de plateforme. C'est la notion de manipulation. La manipulation à l'œuvre dans la société capitaliste tardive. Voilà. Et dernier aspect intéressant, qui me semble quand même important de souligner, il y a une attention de ces marxistes, notamment de Lefebvre, mais pas seulement, au caractère dialectique de l'évolution historique et de l'évolution du capitalisme lui-même. C'est-à-dire que les marxistes humanistes sont conscients que le capitalisme porte encore des progrès pour le genre humain. Il n'y a pas de lecture caricaturale, comme on en a chez les staliniens déjà à l'époque, où le capitalisme va vers... c'est l'apocalypse pour l'humanité à moyen terme. Les marxistes humanistes, et notamment Lefebvre, insistent sur le fait que la puissance humaine, les moyens de production, les capacités humaines à satisfaire les besoins, et donc dans une certaine mesure aussi la liberté humaine, continuent de croître en même temps que l'aliénation. Le capitalisme est une société contradictoire où les progrès, il y a encore des progrès, mais il y a aussi des progrès de l'aliénation qui sont corrélatifs. Donc il s'agit de tenir les deux bouts et de pas tomber dans une lecture manichéenne du capitalisme contemporain. Et personnellement, je trouve ça important et intéressant. Il me semble que dans les critiques contemporaines du capitalisme, on a quand même beaucoup de catastrophisme et d'apocalyptique. Il me semble que c'est pas très marxiste de voir les choses sous cet angle. Voilà. Mais encore une fois, on pourra en discuter. Alors, j'en viens aux caractéristiques du capitalisme contemporain et à la question de savoir en quoi le cadre théorique du marxisme humaniste peut permettre de mieux les comprendre, de mieux les analyser. Alors, quelles sont les grandes caractéristiques? Il y en a deux, à mon avis. D'abord, la société de consommation, qui se développe sur la base de l'élévation progressive du niveau de vie des classes populaires. En gros, ça commence à la fin du 19e siècle aux États-Unis, puis petit à petit, au cours du 20e siècle, ça se généralise d'abord aux sociétés occidentales, et puis maintenant, récemment, avec le développement de la Chine, de l'Inde, du Brésil, on a une généralisation de cette élévation de niveau de vie. Et puis, deuxième aspect, le néolibéralisme, qui est à l'œuvre, en gros, depuis les années 1970. Alors, je ne vais pas faire un topo sur le néolibéralisme ici, parce que ce serait trop long et ce n'est pas l'objet, mais pour le dire vite, on a un retour partiel sur les acquis des Trente Glorieuses, avec globalement un accroissement des inégalités. Alors, accroissement des inégalités, mais quand même, il faut le dire, dans un contexte d'enrichissement global et massif de l'humanité et de recul de la grande pauvreté dans le monde. C'est-à-dire que là aussi, il faut être nuancé. Depuis le début des années 2000, et notamment l'apparition d'Internet, l'humanité s'est enrichie globalement. La grande pauvreté, elle a beaucoup reculé dans le monde. Les inégalités se sont accrues aussi, en fait. Donc, il y a des tendances contradictoires. Mais voilà, encore une fois, l'humanité a quand même continué de progresser, et notamment des millions et des millions de gens qui étaient dans l'extrême pauvreté en sont sortis ces 20 dernières années. Mais le néolibéralisme a accru les inégalités, il a démantelé un certain nombre d'aspects de l'État social dans les pays où il était le plus développé. Et puis,
un autre aspect du néolibéralisme qui est très important, c'est les nouvelles méthodes de management. C'est-à-dire que c'est le travail qui a connu des grandes révolutions ces 40 dernières années. Et pas pour le mieux, pour le coup. Voilà. Alors, le point commun à ces deux nouvelles caractéristiques, la société de consommation et le néolibéralisme, qui est très important, c'est que le capitalisme, désormais, il sollicite notre consentement. Il fonctionne de manière moins autoritaire, moins verticale qu'avant. Deux illustrations. La société de consommation, elle marche au désir du consommateur. Hein. Si vous voulez vendre, il faut convaincre, il faut que le consommateur consente à sortir son portefeuille. Et le néolibéralisme, de son côté, en tant que management, nouvelle méthode de management, il repose sur la responsabilisation et en fait la surresponsabilisation des salariés au travail, dans le travail et dans leur vie sociale. Au travail, je vais y revenir, mais même dans la vie sociale, c'est-à-dire que dans une société néolibérale, si vous vous retrouvez au chômage, on va vous expliquer que c'est une superbe opportunité de rebondir. Hein, c'est-à-dire que c'est à vous de transformer cette expérience sociale en une occasion d'acquérir de nouvelles compétences, de changer de branche, d'avoir un meilleur métier, etc. Donc, c'est l'idéologie néolibérale qui est là-dessus. Mais évidemment, surresponsabiliser les individus, ça ne marche que s'ils sont un minimum consentants. Hein, donc le consentement devient central, et du coup, une autre chose devient tout aussi centrale, et là, c'est le concept dont je parlais tout à l'heure de manipulation, que Lukács met au point. Pour obtenir le consentement des salariés et des individus dans l'univers du néolibéralisme, il faut les manipuler. Alors, je reviens maintenant du coup sur ces changements profonds dans le management. Comment le capitalisme a procédé ? Au fond, il a détourné les aspirations à l'autonomie et à l'épanouissement dans le travail qui s'étaient exprimées dans les années 60-70, et notamment dans tous les mouvements de contestation qui s'étaient fait jour dans les sociétés occidentales. Les mouvements de contestation des années 60-70, c'est notamment, pas seulement, mais c'est des revendications d'autonomie, des revendications de s'épanouir dans le travail, et le capitalisme, du coup, l'a intégré. C'est un des côtés extrêmement impressionnant du capitalisme, c'est sa résilience, c'est-à-dire que face à des mouvements de contestation de sa façon de fonctionner, il va s'adapter. Il va s'adapter pour continuer à arriver à ses fins, mais voilà, en prenant en compte ce qui apparaît de nouveau dans la société. Alors, du coup, que fait le management néolibéral ? Il va donner apparemment de l'autonomie aux salariés, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins, par rapport aux organisations traditionnelles fordistes, post-fordistes du travail, les salariés dans les entreprises, alors pas tous les salariés, mais notamment les cadres en fait, les cadres moyens et supérieurs, ils vont avoir apparemment plus d'autonomie dans leur travail, à condition qu'ils respectent les objectifs. On va leur donner des objectifs et puis on va leur laisser de la latitude pour les respecter. Sauf que, et c'est ce que montre, là je me suis appuyée sur pas mal d'études, notamment d'économistes et de sociologues, on ne va pas donner en fait le moyen aux salariés de faire du bon travail dans de bonnes conditions, ni les moyens matériels, ni les moyens humains. Dans un contexte où en plus le marché est complètement dérégulé, il faut s'adapter en permanence, il y a une politique de flux tendu, et parfois on va même demander aux salariés de faire des choses immorales ou les pousser à faire des choses immorales pour arriver à remplir les objectifs. Il y a, là je pense notamment à des études qui ont été faites dans le domaine du démarchage téléphonique à domicile, où on dit carrément si les salariés ils veulent atteindre les objectifs, ils sont obligés de mentir aux clients en fait. Et donc à dissimuler les coûts, à les escroquer en fait. Et donc on leur demande de faire toutes ces choses-là dans des mauvaises conditions. Et ensuite, si les objectifs ne sont pas atteints, on va rendre le salarié responsable de l'échec et on va le punir, on va le sanctionner pour cela. Donc ces nouvelles méthodes, elles mettent une très forte pression sur les salariés, elles les isolent les uns des autres parce que les objectifs sont des objectifs individuels. Donc elles poussent à la fin au délitement des solidarités traditionnelles,
surtout sur fond de chômage structurel qui fait que chacun a peur de perdre son emploi et donc est tenté et poussé un peu à tout faire, y compris au détriment des autres, pour remplir les objectifs. Et ça peut conduire à beaucoup de souffrance dans les cas les plus graves. Ça, c'est Christophe Dejour et son équipe qui l'ont mis en évidence. Les années 90 ont vu apparaître un nouveau type de malaise extrême au travail qui n'existait pas avant dans le monde du travail, c'est les suicides sur les lieux de travail. Alors, c'est des cas extrêmes, bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde, heureusement, mais c'est des choses qui n'existaient pas avant, sauf chez les ouvriers agricoles, mais dans le monde du travail traditionnel, personne ne se suicidait au travail. Voilà, et ces cas extrêmes sont analysés par Dejour comme des symptômes que quelque chose a changé dans le monde du travail, et que désormais, c'est vraiment la subjectivité individuelle qui est atteinte en profondeur quand il y a des problèmes au travail. Alors qu'avant, il y avait des façons collectives d'encaisser les difficultés et éventuellement d'y répondre. Là, les salariés se retrouvent souvent seuls, en fait, face aux difficultés, voire au harcèlement de leur hiérarchie, et ont beaucoup moins, du coup, de moyens de résister, de riposter, etc. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on peut parler de manipulation ? J'ai envie de dire oui et non. Dans certains cas, oui, quand on demande aux salariés de mentir aux clients pour atteindre les objectifs, là, on est dans la manipulation pure et simple. Mais parfois, c'est pas le cas. Parfois, on est face à des managers qui sont tellement eux-mêmes imprégnés d'idéologie néolibérale, qui sont tellement convaincus que tout repose sur l'individu, que l'individu est souverain, qu'il est responsable de ses actes et responsable de ses échecs, que c'est juste, ils répercutent l'idéologie sans forcément manipuler. Alors, ce que j'ai essayé d'analyser dans le livre, c'est, parce que ça, c'est des choses qui durent depuis, encore une fois, la fin des années 70, donc c'est pas des choses qui sont complètement nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a à peu près 25 ans, depuis la toute fin des années 90, c'est l'arrivée du capitalisme de plateforme. Et ce capitalisme de plateforme, c'est ce que j'ai essayé de voir, c'est qu'il a porté ces techniques de management néolibéral à des niveaux jamais atteints. C'est-à-dire qu'on est vraiment passé à la vitesse supérieure à partir du début des années 2000. Pour une première raison qui est évidente, c'est que le capitalisme de plateforme, donc le développement des plateformes Internet, ça a correspondu à une explosion du travail indépendant. C'est-à-dire que le capitalisme de plateforme a créé une nouvelle catégorie, en tout cas, il ne l'a pas créé, il l'a beaucoup augmenté, une nouvelle catégorie de travailleurs, donc c'est plus des salariés, c'est des travailleurs indépendants qui rentrent dans des rapports contractuels avec l'entreprise, mais qui sont des rapports à la tâche, et notamment, enfin moi ce que j'analyse dans l'ouvrage, c'est l'exemple d'Uber, qui est évidemment l'exemple un peu paradigmatique. Les chauffeurs Uber ne sont pas des salariés. Les chauffeurs Uber, ils possèdent leur taxi, enfin leur véhicule, qu'ils entretiennent à leurs frais. Ils n'ont pas d'assurance maladie, ils n'ont pas d'assurance vie, enfin ils n'ont pas de retraite, ils cotisent pas comme des salariés normaux. Ils ont un contrat avec Uber où à chaque fois qu'ils exécutent une course, l'entreprise prélève une petite rente sur cette course et ils ne sont payés qu'à la course. Donc voilà, s'ils ont des clients, ils sont payés, s'ils n'ont pas de clients, ils ne sont pas payés. Alors ce que j'ai essayé de montrer, c'est que pour le coup, Uber n'a réussi à s'imposer sur le marché qu'avec une dose massive de manipulation. Ils ont manipulé tout le monde. Ils ont manipulé les pouvoirs publics, pour commencer. Ils ont eu une stratégie délibérée. Ils se sont d'abord imposés par la force, c'est-à-dire en toute illégalité. Ils sont imposés sur un marché qui était régulé jusque-là. Le marché des taxis, des VTC, il était encadré par la loi. On ne pouvait pas faire n'importe quoi et on ne pouvait pas... c'était pas légal de faire ce que Uber a fait. Donc ils ont inondé le marché avec des chauffeurs Uber par la force. Ils ont fait beaucoup de lobbying auprès de nos dirigeants et ils ont trouvé des relais parmi les politiques, à commencer par Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Et puis ensuite, une fois ils ont inondé le marché avec des tarifs de course qui étaient artificiellement bas, c'est-à-dire qu'ils ont perdu de l'argent pendant des années, mais ils ont perdu des milliards. Ils ont fait payer à leurs clients des courses très peu chères pour que tout le monde les utilise.
Et donc, pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui utilise Uber, donc de plus en plus de chauffeurs Uber, et ensuite, ils se sont tournés vers les pouvoirs publics en disant si maintenant vous nous fermez, vous allez faire des dizaines de milliers de chômeurs en plus. Donc, voilà, chantage à l'emploi. Donc, ils ont manipulé les pouvoirs publics avec le consentement de certains. Ils ont manipulé la clientèle, c'est-à-dire qu'ils ont fait miroiter à la clientèle des prix artificiellement bas pour attirer la clientèle avant, ensuite, évidemment, d'augmenter les prix une fois qu'ils ont eu un monopole ou un quasi-monopole. Et bien sûr, ils ont manipulé les chauffeurs qui, et c'est le génie du néolibéralisme, les chauffeurs ont l'impression d'être leurs propres maîtres parce qu'ils travaillent quand ils veulent, parce qu'ils, ils n'ont pas de chef sur le dos, ils s'arrêtent s'ils ont envie, etc. Et donc, ils ont une impression de liberté. Ils sont sur le papier des auto-entrepreneurs, autrement dit, comme des petits capitalistes, alors qu'en réalité, évidemment, ils dépendent non seulement des clients, mais ils dépendent des montants des courses qui sont fixés par Uber. C'est pas eux qui fixent le montant, et des ordres, entre guillemets, de l'algorithme. C'est-à-dire que l'algorithme, il n'est pas aveugle, il est paramétré derrière par des êtres humains qui décident à qui ils attribuent la course et à quel moment. Ils sont dépendants aussi de la notation des clients. Donc, il y a tout un système, en fait, de contraintes qui est beaucoup plus forte que ce qui paraît. Sauf qu'il faut constater, et on pourra en discuter, mais c'est un des problèmes et peut-être un des obstacles au socialisme du XXIe siècle, la manipulation, elle fonctionne assez bien. Et un des signes les plus évidents de ce succès, c'est que finalement, bien peu de chauffeurs Uber demandent à devenir salariés. Il y a eu des actions menées pour obtenir le statut de salarié. Certains chauffeurs le font, mais finalement, c'est une minorité pour plein de raisons. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il y a une utilisation par Uber des différences et des différences culturelles qu'il y a dans le monde du travail. C'est-à-dire que Uber emploie, alors pas en allant chercher les gens par la main, mais de fait se retrouve à employer pas mal de gens qui sont immigrés de fraîche date. Alors d'abord parce qu'il y a plus de précarité, que les gens ont besoin de travailler et que donc ils sont amenés à prendre un peu n'importe quel travail, mais aussi parce que ce sont des gens que ça intéresse, parce que pour certains, ils passent quelques mois par an dans le pays d'origine et du coup, ça les arrange de pouvoir travailler certaines périodes de l'année et pas d'autres sans rendre compte, parce que souvent, quand ils sont en famille, les femmes ne travaillent pas, elles peuvent donc s'occuper des enfants pendant que les hommes font des horaires démentiels. Donc pour plein de raisons, il y a une population qui est plus adaptée à Uber aussi parce que dans le pays d'origine, il y a beaucoup plus de micro-entreprises, de toutes petits commerces, etc. Et donc, on est plus habitué à la toute petite entreprise que des salariés des pays occidentaux de souche, on va dire. Et du coup, voilà. Du coup, pour plein de raisons, la manipulation, elle fonctionne. Et il y a une autre catégorie de salariés indépendants dont je parle dans le bouquin parce que c'est vraiment là aussi très caractéristique du capitalisme de plateforme, c'est le micro-travail. Donc, le micro-travail, c'est un travail absolument invisible. La plupart d'entre nous ne savent pas que ces micro-travailleurs existent. C'est ceux qui sont derrière YouTube, qui sont derrière n'importe quel algorithme, en fait, qui sont derrière la modération de contenu sur les réseaux sociaux, etc., et qui font des micro-tâches qui modèrent les contenus. Ça, on voit bien ce que ça peut vouloir dire, mais c'est aussi des gens qui qualifient des vidéos, qui mettent des hashtags pour qu'elles soient mieux identifiées, etc. Donc, ça, c'est des micro-tâches qui sont payés une misère, et donc il faut en accumuler un nombre invraisemblable pour avoir un salaire, je dirais même pas décent, mais voilà, pour pouvoir manger avec. Et ces micro-travailleurs, il y en a des millions et des millions, c'est-à-dire qu'Internet ne fonctionnerait pas sans eux. Et ils sont employés souvent dans les pays du tiers-monde ou les pays pauvres, parce qu'évidemment, le niveau de vie est plus bas et du coup, la rémunération permet mieux de survivre que dans les pays riches, dits riches. Mais ce qui est extrêmement frappant, c'est que les grandes entreprises, Amazon, YouTube, qui les emploient,
elle se paye le luxe d'une internationalisation de la main-d'œuvre, mais sans même le coût de la délocalisation. C'est-à-dire que ça ne coûte absolument rien. C'est des gens qui peuvent travailler depuis chez eux. Ils ont besoin juste d'une connexion Internet et d'un ordinateur. Et donc, ça ne coûte rien de délocaliser. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un aspect du néo-capitalisme que j'ai essayé d'analyser. Et puis la dernière parce que je vois que je parle trop, il va falloir que je conclue. Le capitalisme de plateforme, c'est la dernière partie que j'ai de mon travail. J'ai essayé de montrer comment il avait révolutionné pas seulement le monde du travail, mais aussi la vie quotidienne. En la colonisant massivement. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu collectivement depuis 25 ans, c'est une invasion de la logique de la marchandise et donc de l'aliénation dans nos vies quotidiennes. Et un vecteur évidemment majeur de cette invasion, c'est les réseaux sociaux, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si vous savez, dans quelle mesure vous savez comment les réseaux sociaux, le principe, mais les réseaux sociaux, ils sont gratuits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en y passant du temps et en y interagissant, etc., on laisse des traces de qui on est, de nos préférences, de nos goûts, de notre orientation sexuelle, de nos croyances ou de notre absence de croyances religieuses, etc., qui sont des données personnelles qui sont captées par les plateformes et qui les vendent à des annonceurs publicitaires. Parce que du coup, on peut vous employer de la publicité ciblée. Donc c'est sur ce modèle économique que ça fonctionne. Et donc il s'agit de vous vendre des produits, en fait, indirectement. Et pour cela, les plateformes ont besoin, les réseaux sociaux ont besoin que vous passiez le plus de temps possible sur le réseau social, parce que plus vous passez du temps, plus vous laissez des traces qui vont monnayer. Donc, comment ils ont fait pour arriver à ce but ? Eh bien, ils ont implémenté des techniques de manipulation, et là, pour le coup, de manière extrêmement consciente. Ça s'appelle les technologies persuasives, donc c'est assez clair. Et c'est des chercheurs, à partir de la fin des années 90, qui ont travaillé là-dessus. Il y a le père fondateur de tout ça, c'est Brian Fogg, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Persuasive Technology, où il explique ça très bien, comment l'ordinateur et les logiciels donnent des possibilités énormes de manipulation de l'utilisateur. Donc il détaille les différentes technologies qu'on peut implémenter dans les logiciels pour vous rendre accro, pour vous faire des trucs que vous n'auriez pas fait, etc. Et donc, ça a été, c'est le laboratoire de technologie persuasive qui a été créé à Stanford à la fin des années 90, il a formé les collaborateurs de Mark Zuckerberg. Donc ils ont été à l'origine de la création de Facebook en 2007. Donc, là, la manipulation, elle est massive. Alors, elle est économique, hein, elle est c'est d'abord à but lucratif. Mais du coup, ce dont on s'est rendu compte dans les 10 dernières années, c'est que ça avait des conséquences politiques. Hein. Pour ceux qui ont entendu parler du scandale de Cambridge Analytica, vous savez peut-être que les données des utilisateurs, vos données personnelles, elles peuvent être vendues, elles sont souvent vendues à des annonceurs publicitaires, mais parfois aussi elles sont vendues à des officines politiques qui les utilisent, et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis en 2016, ça a été vendu à des partisans de Trump qui s'en sont massivement servis pour envoyer de la publicité ciblée, mais de la publicité politique, et on estime que ces annonceurs, que cette campagne qui a été menée sur la base de la revente de ces données personnelles, elle avait joué un rôle dans la victoire de Donald Trump en 2016. Donc, Facebook c'est ce que dit un collègue qui a écrit un bouquin très intéressant là-dessus, c'est vraiment une arme de manipulation massive. Et l'influence de ces réseaux sociaux et non seulement n'est pas à négliger, mais il y a une force de frappe qui est absolument démente, quoi. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Et puis, il y a le dernier aspect, mais je ne vais pas en dire grand-chose, je vais dire juste quelques mots. J'ai essayé de travailler sur quels effets sur la subjectivité individuelle, qu'est-ce que ça nous fait
d'être soumis à des doses aussi massives de manipulation, de passer autant de temps de nos vies sur les écrans, sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, etc. Et voilà, sans vouloir développer parce que là j'ai plus le temps, mais ça a évidemment des effets d'aliénation, c'est-à-dire aussi, c'est deux choses peut-être les plus importantes. D'une part, un appauvrissement existentiel, c'est-à-dire que à force d'être dépossédé de son temps, de son activité et d'interagir uniquement de cette façon-là avec les autres, ça n'est pas sans effet sur notre relation au monde et notre relation à nous-mêmes. Et en fait, ce qui se passe, c'est une marchandisation massive de nous-mêmes et des autres. Il y a plusieurs signes très clairs de ça. Le succès des influenceurs en fait partie. J'ai essayé de produire une analyse de ça. L'influenceur, c'est la marchandise parfaite. C'est celui qui se vend, c'est l'auto-entrepreneur de lui-même qui vend son image, qui vend des produits dérivés et qui s'enrichit sur cette base-là, mais qui offre une image de lui-même et un modèle pour ceux qui le regardent, qui est un modèle entièrement... c'est pas une personnalité authentique, c'est une marchandise. Tout est calibré dans ses interventions, dans sa façon de se présenter, dans sa façon de présenter les produits, etc., pour susciter un désir qui est un désir de possession matérielle, d'achat. Il y a les sites de rencontres, évidemment, qui sont, comme chacun sait, des grands supermarchés. Donc, voilà, il y a tout un tas d'effets de marchandisation. Je termine le bouquin en m'interrogeant sur... est-ce que, finalement, l'effet... le plus grave, c'est pas une montée en flèche du narcissisme dans nos sociétés contemporaines. Narcisse étant vraiment ce personnage qui est le produit de toute cette marchandisation, c'est-à-dire que c'est le consommateur parfait, Narcisse. Il se regarde lui-même, il en a jamais assez, il est dans l'insatisfaction permanente parce qu'il est incapable d'avoir un rapport authentique aux autres et à lui-même. Et derrière, évidemment, il y a un appauvrissement existentiel massif, quoi. Alors, j'ai conscience de ne pas être très optimiste dans cette conclusion, mais voilà, juste pour terminer, je pense pas que tout ça soit, soit irréversible. Je pense que justement, il faut parier sur la prise de conscience, et je pense que les sociétés contemporaines ne sont pas exemptes de moyens de prendre conscience de tous ces effets aliénants, mais pour les combattre, encore faut-il les connaître. Et donc, c'est pour ça que je pense que ces analyses-là méritent d'être discutées, et surtout avec les jeunes générations qui sont vraiment bombardées particulièrement et sont ciblées en premier lieu par toutes ces techniques de manipulation et du capitalisme de plateforme. Voilà, je vous remercie de votre attention.